Je vais tenir le micro comme ça, je pense que ça devrait faire l'affaire. Donc on va repartir depuis le début. Donc je reviens donc sur les systèmes de numération. Donc c'est reparti. Alors déjà, bonjour à tout le monde. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. 2 secondes, je vais... Hop. Vous m'entendez toujours, hein? Voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons voir, je disais, une sorte des travaux dirigés, on va dire, sur les systèmes de numération. Alors, on y va, on démarre. On va commencer tout de suite par des exemples de systèmes préhistoriques. Hop. Donc, je disais, très tôt dans son histoire, l'être humain a cherché à représenter des quantités. Alors, à quoi ça lui sert de représenter des quantités? Tout simplement, quand l'être humain a commencé à devenir sédentaire, il a commencé à faire de l'élevage ou de l'agriculture. Hein, et donc, il fallait pouvoir avoir un état des stocks. Imaginez que vous aviez du bétail. Si pendant la nuit des prédateurs sont passés, ont mangé une partie de votre bétail, ou une catastrophe naturelle, pareil, a fait qu'une partie de votre bétail s'est enfuie, ou a été tuée, ou alors, dans l'autre sens, qu'une femelle amiba pendant la nuit, soit vous vous retrouvez avec moins, donc, soit vous vous retrouvez avec plus de bétail que la veille. Donc il est utile d'avoir régulièrement, donc, de faire un état des quantités, un état des stocks. Mais il faut trouver un moyen d'exprimer ça. Et c'est pour cela que dès pratiquement, vraiment très tôt, on a retrouvé par exemple en Afrique du Sud des os, voilà, avec des entailles qui ont été retrouvées à Lebombo. Ces entailles ont environ 35 000 ans. Donc ça fait déjà 35 000 ans qu'on cherche à représenter des valeurs, des quantités. Un peu plus tard, il y a environ 18 000 ans, à Ishango, on utilisait aussi la même méthode, sauf qu'apparemment c'était peut-être un peu plus complexe. Hein. Alors Ishango, c'est dans l'actuelle République démocratique du Congo. Voici ici un article du journal Le Monde qui, donc je vous recommande de lire, qui explique que donc, déjà, il y a environ 18 ou 20 000 ans, ces os étaient utilisés pour représenter les nombres, mais de manière beaucoup plus complexe même, apparemment, qu'à Lebombo. Le lien de l'article, vous voyez, est en bas de l'écran. Alors, ensuite, hop. Voici donc une photo prise au musée des sciences naturelles de Bruxelles d'un os d'Ishango. Alors il y en a eu plusieurs, des os d'Ishango. Il y en a eu plusieurs qui ont été trouvés. En voici un donc. Cette image, évidemment, vient de Wikipédia. Hop. Donc ces systèmes, je disais, donc avec des os entaillés, donc, étaient les plus anciens moyens de représentation des nombres retrouvés à ce jour, évidemment, parce que si demain de nouvelles fouilles découvrent qu'il y a autre chose, évidemment, ce sera mis à jour. Alors, on va aller un peu plus loin dans l'histoire et on va s'intéresser au système dans l'Antiquité. Donc, à partir du 4e millénaire avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, on représentait donc déjà les nombres de manière beaucoup plus complexe. Vous aviez un premier système pour la vie de tous les jours où les unités étaient regroupées par paquets de 10, 60, 100, 600, 1000 et 3600. D'accord ? Mais ce n'est pas le système qui nous intéresse. Ce qui va nous intéresser, c'est le second système qui était utilisé pour l'écriture des mathématiques, qui était un système hybride entre un système additif décimal et un système positionnel sexagésimal. Ne me demandez pas comment il faisait.
parce que le décimal encore, on peut le concevoir, parce que nous avons 10 doigts, donc c'est facile à imaginer qu'on représente les nombres en se basant sur nos 10 doigts, mais les Mésopotamiens ont pensé à un système en base 60. Je ne sais pas combien ils avaient de doigts. Bref, il doit y avoir une bonne raison, mais je ne la connais pas. Alors, dans ce système, on représente l'unité par un clou, vous voyez, une petite barre, et donc la dizaine est représentée par un chevron. On pouvait donc à l'époque écrire tous les chiffres de 0 à 59, évidemment base 60. Alors là, il y a deux choses qui ne vont pas dans ce que je viens de dire. D'abord, le 0. Le 0 est officiellement été découvert beaucoup plus tard. Et ensuite, 59 serait un chiffre. Eh bien oui, 59 est un chiffre en base 60. Hein, ce n'est pas considéré comme un nombre. Le premier nombre est 60. Alors, on va parler un peu du 0, justement. Au début, ce que nous appelons le 0 était indiqué plutôt, n'était pas indiqué, hein, il n'y avait pas de symbole, il y avait une absence de symbole pour dire que ici, il n'y avait rien, d'accord? Mais ce rien qui avait quand même un sens. C'était pas un rien qui n'avait pas de valeur, c'était un rien qui avait un sens. Toutefois, en fonction donc de celui qui écrivait, cela pouvait créer des ambiguïtés. C'est pour ça qu'au fil des siècles, certaines marques ont été introduites afin de tenter de résoudre ce problème. Donc ces marques étaient les ancêtres du 0. En tout cas, ce système hexadécimal est arrivé jusqu'à nous parce que c'est ce que nous utilisons pour lire l'heure. Alors regardez un exemple. Le nombre 4521, donc qui s'écrit... Alors attention, je vais le lire de droite à gauche. Un clou, deux chevrons, 5 clous, un chevron, un clou. D'accord? Alors pourquoi je dis de droite à gauche? Parce que c'est mésopotamien, donc oriental. La lecture s'effectue de droite à gauche. Et aujourd'hui, on écrirait que 4521, c'est 1 fois 3600, plus 15 fois 60, plus 21. C'est-à-dire qu'on pourrait le comparer donc, à notre façon de lire l'heure. Donc 4521 secondes, c'est 1 heure, 15 minutes et 21 secondes. Et c'est là qu'on voit, les 21 secondes, ça fait bien 2 chevrons, 1 clou. 15 minutes, ça fait bien 1 chevron, 5 clous. Et 1 heure, juste 1 clou. Hein, vous voyez, on retrouve exactement ce qu'on a là. Alors... Hop. On enchaîne avec les autres systèmes antiques. On va dire un petit mot sur les autres systèmes antiques. Hop. Donc, dans d'autres pays, il y a eu d'autres systèmes, évidemment. Par exemple, les Grecs avaient un système décimal additif. Donc lui, il n'était pas positionnel, comme le système mésopotamien. Et ils utilisaient donc les lettres de leur alphabet, alpha, bêta, gamma, etc., comme symbole. Évidemment, ils représentaient avec une barre au-dessus pour ne pas confondre avec les lettres de l'alphabet. Enfin, avec l'écriture des mots. Les Romains aussi ont laissé donc un système à base de leurs lettres. Pareil avec les barres. Hein. Ici, si vous ne connaissez pas, donc, je vous fais ce rappel, hein, grand I vaut 1, grand V vaut 5, grand X vaut 10, grand L vaut 50, grand C vaut 100, grand D vaut 500 et grand M vaut 1000. Donc il y avait exactement donc, 7 symboles pour représenter tous les nombres. Alors on peut également noter que les Égyptiens, les Mayas, les Chinois, les Aztèques, les Arméniens, bien d'autres, hein, on n'a pas le temps de tous les citer, avaient aussi leur façon de faire, hein, avec soit des systèmes donc, additifs ou des systèmes positionnels aussi, mais donc différents de ce qu'on a vu précédemment. Alors on va arriver au système qui nous intéresse, le système moderne avec les chiffres indo-arabes. Alors, d'abord, on va parler des défauts des anciens systèmes.
particulièrement le système additif. Donc le système additif, comme son nom l'indique, on ajoute, on se contente d'ajouter des éléments, voilà, enfin des quantités. Donc on avait un système limité de symboles, d'accord? Déjà, ça veut dire qu'on ne pouvait pas représenter une infinité de valeurs, d'accord? On ne pouvait même pas le concevoir, enfin, ou plutôt, l'écriture ne nous permettait pas de le faire. Peut-être qu'à l'époque, ils arrivaient à le concevoir, mais l'écriture ne leur permettait pas de le faire. Et puis, autre problème, c'est que les opérations de base étaient assez complexes à effectuer. Essayer d'effectuer une multiplication ou une division avec une écriture romaine, par exemple. Si je vous donne l'exemple 11 fois 5, 11 c'est x1, enfin x, grand X, grand I, multiplié par 5, c'est-à-dire grand V, il fallait être assez érudit pour trouver le résultat, c'est-à-dire 55, c'est-à-dire grand L, grand V. Autre souci, les anciens systèmes donc n'utilisaient pas le 0 comme nous on l'utilise. Ils avaient, comme je disais, leur façon de faire, leur façon enfin, ils l'avaient intuité pour certains, mais ils n'avaient pas de notation spécifique. Alors, on va pouvoir parler du système moderne, justement. Alors, quand je dis moderne, c'est quand même à partir du 9e siècle. Donc, les commerçants arabes ont popularisé les chiffres indiens. Donc, les Indiens ont créé ces chiffres et les commerçants arabes ont trouvé ça excellent et l'ont utilisé pour leur comptabilité, évidemment, et ont propagé ça partout dans l'Empire arabe. Et c'est allé au-delà puisque c'est arrivé jusqu'aux Occidentaux, aux Européens, qui ont aussi adopté cette notation. Cette notation a subi donc des évolutions au fil des siècles et voilà, c'est devenu les chiffres que nous utilisons aujourd'hui tout le temps. On va pouvoir parler maintenant du programme de mathématiques expertes. Ça y est, on y est. Alors, première définition, un système de numération est un procédé qui permet de représenter des nombres. Voilà, tout simplement. Alors, on va se concentrer sur la représentation de nombres entiers naturels. Donc, on a vu plusieurs exemples au cours de l'histoire de façons de représenter les nombres de manière différente. Et donc, nous, on va utiliser de nos jours, donc on va parler de ce qu'on fait de nos jours, c'est-à-dire le système positionnel décimal. Alors, on va écrire n'importe quel nombre entier, grand N, à l'aide des chiffres, donc les fameux chiffres indo-arabes qui ont été modernisés, parce que la notation à l'époque n'était pas tout à fait celle-ci, mais aujourd'hui nous les écrivons comme ça, donc les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on y va pour un petit peu de calcul. Alors, c'est pas difficile. Ici, si on note à indice I un chiffre compris entre 0 et 9, donc c'est une notation pour parler des chiffres, I est un entier naturel, évidemment, on va avoir donc le nombre grand N qui va s'écrire a indice N fois 10 puissance N, plus a indice N-1 fois 10 puissance N-1, plus etc., jusqu'à plus a indice 2 fois 10 puissance 2, plus a indice 1 fois 10, plus A0. Et on note donc grand N égale donc AN, AN-1, etc., jusqu'à A2, A1, A0, donc en base 10, dans notre système décimal. Vous voyez, les coefficients AN, AN-1, A2, etc., jusqu'à A0 sont juste juxtaposés les uns aux autres pour représenter donc un nombre entier. Exemple, si je prends n égale 4521, c'est-à-dire 4 fois 1000, c'est-à-dire 10 puissance 3, plus 5 fois 100, c'est-à-dire 5 fois 10 puissance 2, plus 2 fois 10 plus 1, voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, 4, 5, 2, 1 sont récupérés et juxtaposés pour écrire le nombre dont je disais 4521. Alors, on va pouvoir généraliser le procédé. Et tout simplement, ne pas se contenter de la base 10, et on va essayer de représenter les nombres avec d'autres bases. Alors, hop. Donc, soit un entier naturel B quelconque, soit les entiers naturels notés à indice I inférieur strictement à B, donc ils sont supérieurs ou égaux à 0 et strictement inférieurs à B pour I entier naturel. Donc pour tout entier naturel grand N, donc peut s'écrire
n égale 1 10 n fois b puissance n, plus 1 10 n moins 1 fois b puissance n moins 1, plus etc., plus 1 10 2 fois b puissance 2, plus 1 10 1 fois b plus a0. D'accord? Et comme pour notre système décimal, hein, on va aussi prendre les coefficients 1 10 n, 1 10 n moins 1, etc., jusqu'à 1 10 2, 1 10 1, a0. Hein, on va les juxtaposer les uns aux autres pour écrire le nombre dans la base B. Tout simplement. Alors, on continue. On va prendre quelques exemples. Pour b égale 2, donc on va parler, hop, je disais pour b égale 2, on va parler de système binaire. Hein, les chiffres sont obligatoirement 0 et 1 puisque on a dit que les chiffres sont forcément inférieurs strictement à la base. Prenons le nombre 15 par exemple de notre système décimal. Comme 15 c'est égal à 1 fois 8, 8 c'est 2 puissance 3, plus 1 fois 4, 4 c'est 2 puissance 2, d'accord? 8 et 4, 12, hein, donc je disais plus 1 fois 2 plus 1, hein, je reprends 8 et 4, 12 et 2, 14 et 1, 15. Donc les coefficients 1, 1, 1 et 1 sont récupérés, juxtaposés les uns aux autres, et donc forment ce nombre en binaire. Donc 1, 1, 1, 1 en binaire, c'est 15 dans notre système décimal. Pour b égale 12, maintenant, on va parler de système duodécimal. Les chiffres, cette fois-ci, sont obligatoirement 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, donc comme pour la base 10, sauf que je n'ai pas le droit d'écrire 10, 11, donc il me faut d'autres chiffres. Donc alpha va remplacer ce que nous on appelle 10, et bêta va remplacer ce que nous on appelle 11. Donc prenons le nombre 23 dans notre système décimal, c'est 1 fois 12 plus 11, donc on va l'écrire 1 bêta. Maintenant, prenons la base hexadécimale, donc pour b égale 16. Les chiffres, cette fois-ci, sont donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Et pareil, comme pour la base duodécimale, je n'ai pas le droit d'écrire 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc on va écrire grand A, grand B, grand C, grand D, grand E et grand F. Donc tout ça sont nos chiffres. Prenons un exemple avec le nombre 45. 45, c'est 2 fois 16 qui fait 32, plus 13. Donc, on va écrire 45, donc notre 45 en base 10 va s'écrire 2D en base hexadécimale. Voilà, on va passer à la partie exercice. Hein, donc, hop, on y va pour le premier énoncé. Attendez 2 petites secondes. Voilà. Et voilà. C'est mieux. Alors, soit le nombre 17 423 dans le système décimal. Écrivez ce nombre dans le système octal, c'est-à-dire à base 8. Et ensuite, écrivez ce nombre dans le système duodécimal. On l'a dit à base 12. Je vous laisse quelques petites minutes pour le faire. Sauf si vous avez peut-être 2-3 questions avant, mais je pense qu'il faut tout de suite essayer. Hein, allez-y et dites-moi dans les commentaires ce que vous trouvez. Alors, par rapport au clavier et au système décimal, vous écrirez petit a et petit b hein, à la place de alpha et bêta.
Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé? Alors, je vais passer à la correction. Vous allez voir, c'est pas difficile du tout. Hop là. Ce qui va être important, c'est de noter, donc par rapport à mon système octal, c'est que je suis à la recherche des coefficients de la forme, donc A indice I fois 8, alors pardon, c'est plutôt A indice n, donc fois 8 puissance n, plus A indice n-1 fois 8 puissance n-1, plus A indice n-2 fois 8 puissance n-2, et ainsi de suite, jusqu'à A2 fois 8, pardon, j'ai dit 10, fois 8 puissance 2, plus A1 fois 8, plus A0. C'est ça qu'on cherche. Voilà notre nombre en base octale. Eh bien, en fait, ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que si je factorise, vous voyez, là, tout ça, si je factorise cette expression par 8, on va avoir donc AN fois 8 puissance n-1, plus AN-1 fois 8 puissance n-2, plus AN-2 fois 8 puissance n-3, etc., etc., plus A2 fois 8 plus A1, le tout, donc, fois 8 plus A0. Et on l'a dit, les A indices I sont strictement inférieurs à 8 et supérieurs ou égal à 0. Eh bien, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Ça veut juste dire que si vous connaissez votre définition de la division euclidienne, eh bien, c'est exactement ce qu'on a ici. Je rappelle que la division euclidienne, effectuer une division euclidienne, c'est trouver un couple d'entiers Q et R tel qu'on a donc, un instant je me rappelle, donc division euclidienne, donc hop, on cherche un couple Q et R tel que A égale BQ plus R, donc on veut effectuer la division euclidienne de A par B évidemment, hop. Donc c'est trouver Q et R tel que A égale BQ plus R et surtout tel que R est strictement inférieur à B et supérieur ou égal à 0. Évidemment pour, je précise, pour A antinaturel, B antinaturel, d'accord, évidemment. Donc on cherche des antinaturels Q et R. On va préciser aussi Q antinaturel, R antinaturel. Ce qui est important, c'est que Q et R sont uniques. D'accord? C'est ça qui est important. C'est que ce couple est unique. Ah, j'ai une proposition dans le chat. On me propose 3, 3, 1, 7. Alors, on va vérifier tout de suite. Donc, ce qui est important, c'est que cette notation est donc clairement la division euclidienne de n par 8, puisque le reste A0 est inférieur strictement à 8 et supérieur ou égal à 0. Donc, si je veux trouver A0, il me suffit d'effectuer la division euclidienne de n par 8. Donc, on va le faire. Nous avions 17 423 divisé par 8. Hop, j'ai un chiffre diviseur, je prends un chiffre dividende, mais comme 1 est plus petit que 8, je prends deux chiffres. En 17, il y a 2 fois 8. 2 fois 8, 16. Hop. 17 moins 16, il reste 1. J'abaisse le chiffre suivant qui est 4. En 14, il va 1 fois 8.
14 moins 8, il reste 6. J'abaisse le chiffre suivant qui est 2. En 62, il y a 7 fois 8. 7 fois 8, 56. Hop, 62 moins 56, il reste 6. Et j'abaisse le chiffre suivant qui est 3. Et en 63, combien est-il 2 fois 8? Il y a aussi 7 fois 8. Hop. 6 de 13, il reste 7. Voilà. Donc, j'ai une certitude, hop, A0 égale 7. Bien. Ensuite, je reprends l'expression, donc, et je vais appeler n', ou n indice 1 plutôt, ça va appeler n indice 1, le quotient de ma division euclidienne. Vous voyez ce qui est là? Et bien pareil, je peux factoriser par 8. Donc n indice 1, c'est an fois 8 exposant n-2 plus an-1 fois 8 exposant n-3 plus an-2 fois 8 exposant n-4, etc., etc., plus donc A2, le tout, je disais, fois 8, et plus A1. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, à nouveau, je sais que A1 est inférieur à 8 strictement et supérieur ou égal à 0. Cette notation est donc bien la division euclidienne de N1 par 8. Et donc A1 est nécessairement le reste de cette division. Donc je vais le faire. Donc mon N1 ici, c'est 2177. Et je vais diviser donc N1 par 8. J'ai un chiffre, je prends un chiffre. Trop petit, j'en prends 2. En 8, en 21, il y a 2 fois 8, pardon. 2 fois 8, 16. Si c'était de 11, il reste 5. 2 était de 2, il reste 0. J'abaisse le chiffre suivant, qui est 7. Il y va 7 fois. 7 fois 8, 56. Reste 1. Hop. J'abaisse le chiffre suivant, qui est 7. Il y va 2 fois. 2 fois 8, 16. Il reste 1. Et voilà. C'est mon résultat. Donc ici, le reste là, on vient de le démontrer, c'est forcément A1. A1 est donc égal à 1. Et donc, en suivant la même logique, si j'appelle N2 ce nombre-là, N2, donc qui ferait AN fois 8 puissance N-3, plus, donc on pourrait, donc, comme tout à l'heure, factoriser encore, hein, je disais par 8, donc plus N-1 fois 8 puissance N-4, plus AN-2 fois 8 puissance N-5, etc., etc. Alors là, je vais devoir aller jusqu'à A3. Hop, le tout fois 8 plus A2. Et donc, on sait que A2 est strictement inférieur à 8 et supérieur ou égal à 0. C'est suffisant pour dire que cette notation est l'écriture de la division euclidienne de N2 par 8. D'accord? Et donc, A2 est forcément le reste de cette division. Donc, on y va. On va faire la division. Donc, moins N2, c'est 272. Et je le divise par 8. Alors, j'ai un chiffre diviseur, je prends un chiffre dividende. Trop petit, j'en prends 2. En 27, combien est-il de fois 8? Il va 3 fois. 3 fois 8, 24. 4 de 7, il reste 3. J'abaisse le chiffre suivant qui est 2. Et ici, 4 fois 8, 32. Hop, il reste 0. Donc ici, 0, ici, hop, c'est mon A2. Donc vous avez, je pense, compris ce qui se passe. On va faire exactement la même chose à chaque fois. À chaque fois, on va continuer de factoriser par 8 donc le premier terme de l'expression. Et on va finir, hop, on va le faire ici.
par tous les trouver, on va retrouver tous les coefficients. Donc, on va avec 34. 34, c'est... Donc, il va 4 fois 8, 32. Il reste 2. Donc, ici, 2 est le chiffre, donc ce sera A3. Et quand est-ce qu'on s'arrête? Eh bien, on s'arrête évidemment, hop, regardez ici, 4 est plus petit que 8, donc il va 0 fois, il reste 4. Voilà. Quand le quotient est nul, évidemment. Donc en gros, je n'ai plus de chiffres. Donc, on a ici A4, qui est égal à 4. Maintenant, nous allons écrire ce nombre, donc on disait en base 8. Ça nous donne 4, 2, 0, 1, 7. 4, 2, 0, 1, 7. En base 8. Alors, je vais écrire 8 au-dessus, hop, en lettres, pour que vous puissiez comprendre que ce 8-là est écrit en base 10. Alors, est-ce que quelqu'un avait trouvé? Je regarde dans le chat. Alors, j'ai plusieurs valeurs. Oui, quelqu'un a trouvé, effectivement, je vois. Très bien, félicitations à la personne qui a trouvé. Félicitations. Alors, on passe à la question suivante. Sur le même principe, c'est exactement la même chose. Donc, vous comprenez qu'on va généraliser la méthode pour tous les changements de base, en fait. Il suffit de passer donc par la base 10. En fait, c'est ce que je fais ici, là. Je passe par la base 10 et j'effectue des divisions successives. D'accord? On le voit. Donc, attention au passage. Quand c'est écrit comme ceci, sous forme d'opération comme ça, nous sommes en base 10. Nous changeons de base vraiment quand nous l'écrivons comme ça. D'accord? Voilà. Alors, je vous laisse trouver pour le système duodécimal, donc en base 12, le même nombre. On va effectuer les mêmes opérations, donc on va diviser successivement par 12. Allez-y, je vous laisse une petite minute pour trouver. Alors, personne encore? Bon, je commence les calculs. En attendant, je regarderai au fur et à mesure dans le chat. Alors, on y va. 17 423 divisé par 12. Hop. 1 fois 12, 12. 17 moins 12, il reste 5. J'abaisse au chiffre suivant qui est 4. En 54, combien est-il 2 fois 12? Il y va 4 fois. 4 fois 12, 48. 8 au tête de 14, il reste 6. 5 au tête de 5, il reste 0. On abaisse le chiffre suivant qui est 2. Il y va 5 fois. 5 fois 12, 60. Il reste 2.
On abaisse au chiffre suivant qui est 3. Il y va une fois. 1 fois 12, 12. Il reste 11. Donc ici, 11 est notre A0. Ensuite, on va diviser notre quotient par 12. Hop, 2 chiffres, il y va une fois. 2 t de 4, il reste 2. J'abaisse au chiffre suivant qui est 5. Il y va 2 fois. 2 fois 12, 24. 25 moins 24, il reste 1. J'abaisse au chiffre suivant qui est 1. En 11, évidemment, il y a 0 fois 12. Il reste 11. Donc 11 est notre A1 aussi. Ensuite, on divise encore par 12. Hop, il y va une fois. 1 fois 12, 12, 12 de 12, il reste 0. J'abaisse au chiffre suivant qui est 0. Il y va 0 fois. 0 fois 12, 0. Il reste 0. 0 qui est notre A2. Et ensuite, 10 divisé par 12, il y va 0 fois. Et il reste 10, qui est notre A3. Et donc ici, notre nombre va s'écrire. Alors, on se rappelle que 10, c'est alpha, et 11, c'est bêta. Donc, on va l'écrire alpha 0, bêta, bêta. En base 12. Voilà. Je rappelle que j'écris le nom de la base ici en lettres pour que vous puissiez bien comprendre qu'elle est écrite, que la base elle-même est écrite en système décimal. Alors, est-ce que quelqu'un avait trouvé? Je vais voir le chat. Alors, donc, j'avais une réponse, mais qui n'est pas la bonne, puisque cette personne a bien pensé, a bien trouvé, donc 11, 11, 0, 10, c'est ça, et... non, même pas, elle n'a pas trouvé le 0, le dernier 0. Mais attention, donc, ici, il faut se rappeler qu'en base 12, 10 notre 10 ne s'écrit pas 1, 0. Voilà. Puisque 1, 0 en base 12 signifie 12. Au passage. Hein. Petite précision, si vous faites 1 fois 12 plus 0, c'est égal à 12. Donc, en base 12, 1, 0, vous voyez le 1 et le 0, ça signifie 12. D'accord? Hein, c'est rigolo, hein? 10 en base 12 est égal à 12 en base 10. Bien. On va passer à l'exercice suivant. Alors, problème de changement de base toujours. Sur le nombre qui s'écrit 1AF dans le système hexadécimal, premièrement, écrivez-le en base décimale. Deuxièmement, écrivez-le en binaire. Allez-y.
Alors, le principe est le même, hein. Oh, le 1 est plutôt facile. C'est pour le 2 qu'il va falloir faire comme on a fait précédemment. Alors, on me propose 1115. On va vérifier tout de suite, hein. J'admets que je n'ai pas la réponse tout de suite. On va regarder. Donc, hop. Donc, 1 à F. 1 à F. Sachant qu'on se rappelle que A correspond à notre 10. D'accord? A en base 16 correspond à notre 10 en base 10. Et que F en base 16 correspond à notre 15 en base 10. Donc, 1 à F en base 16, ça va donner 1 fois 16 puissance 2, plus A, donc, qui est, on a dit 10 fois 16 puissance 1, plus 15. 16 puissance 2, ça fait 256. 16 fois 10, ça fait 160. Et 15, on va poser l'addition. 256 plus 160 plus 15. Alors, si c'est 5, 11, j'écris 1 et je retiens 1. 5 et 1, 6 et 6, 12 et 1, 13. J'écris 3 et je retiens 1. 2 et 1, 3 et 1, 4. Ah, moi je trouve 431. Voilà, donc là, nous sommes en base 10. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre avait trouvé 431? Je vais regarder. Non, personne d'autre. Bien. Alors, vous avez compris, il n'y avait pas de difficulté, il suffisait juste de l'écrire vraiment avec la définition de base. Alors, on va passer à la question 2. Maintenant, on va le traduire en binaire. C'est là qu'on va faire exactement ce qu'on a fait précédemment. Maintenant que je suis passé en base 10, je vais utiliser la base 10 pour trouver la solution. Je vous montrerai aussi une autre façon de faire, mais on va d'abord utiliser la base 10. Donc je prends 431, je le divise par 2, hop, 2 fois 2, 4, il reste 0, j'abaisse au chiffre suivant qui est 3, 1 fois 2, 2, 3 moins 2, il reste 1, j'abaisse au chiffre suivant qui est 1, et ensuite 2 fois 5, 10, 11 moins 10, il reste 1. Donc ici, 1, c'est notre A0. On continue, on divise par 2, un chiffre, 1 fois 2, 2, il reste 0, j'abaisse au chiffre suivant qui est 1, 2 fois 0, 0, il reste 1, j'abaisse le chiffre suivant qui est 5, et en 15, il y va 7 fois, 2 fois 7, 14, il reste 1, qui est notre A1. On divise encore le résultat par 2, là je prends deux chiffres, 2 fois 5, 10, il reste 0, j'abaisse le chiffre suivant qui est 7, 2 fois 3, 6, 7 moins 6, il reste 1. Ce sera notre A2. On divise encore par 2, hop, 2 fois 2, 4, 5 moins 4, il reste 1, j'abaisse le chiffre suivant qui est 3, 2 fois 6, 12, 13 moins 12, il reste 1, qui sera notre A3. On divise encore par 2. 1 fois 2, 2. 2 moins 2, 0. 3 fois 2, 6. 6 moins 6, 0. 0 qui sera notre A4. On continue, on divise par 2. Ici, 2 fois 6, 12. 13 moins 12, il reste 1, qui sera notre A5. Hop,
Et 2 fois 3, 6. 6 moins 6, 0, qui sera notre A6. 1 fois 2, 2. 3 moins 2, il reste 1, qui sera notre A7. Et enfin, 0 fois 2, 0. 1 moins 0, 1. Et voilà, on a fini avec notre A8. Donc, on va l'écrire 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Voilà. A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 et A8. Tout le monde est là. Donc nous sommes en base 2. Voilà. Alors je disais, il y a une deuxième méthode pour y arriver. Alors cette méthode, elle n'est valide que du passage de la base 16 à la base 2, justement. Il y a une règle qui dit que l'on peut associer à chaque chiffre en base 16 4 chiffres en base 2. Par exemple, le 1 en base 16, eh bien, je peux l'écrire 0, 0, 0, 1 en base 2. Le A en base 16, il correspond donc à notre 10 qui s'écrit 1, 0, alors, oui, ça, 1, 0, 1, 0 en base 2. Et enfin, le F en base 16, il s'écrit 1, 1, 1, 1 en base 2. Et donc, lorsque vous effectuez la conversion de la base 16 à la base 2, il vous suffit en fait de connaître le code à 4 chiffres de vos chiffres hexadécimaux. Et ensuite, il vous suffit de les juxtaposer. Regardez, je vais prendre ceci, je vais le rapprocher, et vous allez voir que on retrouve les mêmes. Là, 1, 1, 1, 1, voyez, je vais le... Hop, voyez, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ensuite, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Et puis tout à la fin, donc, il reste, alors 0, 0, 1, mais il reste que le 1, vous voyez, les autres 0, on ne les a pas mis, mais c'est bien exactement les mêmes valeurs. D'accord? Alors j'insiste, ce n'est possible que de la base 16 à la base 2 de faire ça. N'essayez pas de faire ça pour les autres bases. Hein, c'est l'un des rares cas où on peut passer d'une base à l'autre sans passer par la base 10. Alors, après on peut généraliser le procédé, mais vous le ferez en exercice, je ne vais pas spoiler. Alors, est-ce que tout le monde a bien compris cette partie-là? On va pouvoir passer au dernier exercice. Cette fois-ci, c'est comment trouver une base. Donc, soit un entier naturel, b est supérieur ou égal à 2, soit le nombre s'écrivant 1, 1 en base b, et qui s'écrit 65 en système décimal. Quelle est la base b? Tout simplement. Je vous laisse quelques minutes, c'est pas difficile ici. C'est le dernier exercice et vous allez voir que la méthode est très simple.
Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé? Encore 30 secondes. Ah non, pas 64, non. Non, 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 non. 2 secondes. Si, c'est ça. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, c'est ça. C'est la bonne réponse. Attendez 2 secondes, je vais vérifier. Attendez, je vais voir. Hop. Si, c'est ça. Si, c'est la bonne réponse. Alors, 2 secondes. On va l'écrire. Bien joué. Il y a quelqu'un qui a trouvé. Alors, regardez. 1 en base B, donc. C'est tout simplement 1 fois B plus 1 quand on passe en base 10. Et donc, on se retrouve avec juste B plus 1. Et généralement, les problèmes de changement de base, c'est juste ça. C'est exprimé sous forme de polynôme, en fait. Votre nombre est écrit dans la base inconnue. Et ensuite, vous allez vous retrouver avec une équation posée. Donc là, on a B plus 1 égale 65. Bah B, oui, c'est 65 moins 1 qui fait 64. Voilà, c'est la bonne réponse. Voilà. D'accord? Tout simplement. Bah, félicitations. Hein. Oui, vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez être fiers de vous, vous avez trouvé. Très, très, très bien. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la méthode. Donc là, on a vu avec un exemple simple. Tenez, juste pour la forme, on aurait pu aussi, je vous en donne un petit bonus, trouvez-moi, cette fois-ci, hop, 1, 0, 1, toujours en base B, mais alors cette fois-ci, c'est toujours égal à 65. Cette fois-ci, quelle est la base B? D'accord? J'admets que le premier était peut-être un peu trop facile. Allez-y, trouvez-moi la base B dans ce cas-là. Ah, on voit rien. 2 secondes. Ah, mais oui, c'est vrai. J'ai pas activé le bon. 2 secondes. Voilà. Voilà. Tout à l'heure, j'écrivais, vous n'avez pas vu. Je vais redire ce que j'ai écrit tout simplement. Je vais le refaire. Hein. Donc, ici, je disais, vous avez un 1 en base B qui va s'écrire 1 fois B puissance 1 plus 1, c'est-à-dire B plus 1. Et donc, B plus 1 va donner 65. Et donc, on va résoudre l'équation B 65 moins 1 qui fait 64. Voilà. Et donc, je disais exercice bonus. On a 1, 0, 1 en base B qui est égal à toujours 65. Cette fois-ci, que vaut B? Allez-y, je vous laisse trouver. Donc en passant dans le chat, je reconnais certains pseudos de certains de nos élèves. Ça fait plaisir. Si vous aussi ça vous intéresse, les autres, si vous avez choisi l'option Maths Experte et que vous aussi vous voulez vous améliorer donc, dans cette matière, eh bien nous, Sciences Pro, nous vous accompagnons. Donc vous pouvez aller sur notre site internet www.sciencespro.eu
Et puis vous pouvez vous inscrire. Alors évidemment, c'est pas gratuit, il faut l'accord de vos parents, évidemment, mais notre accompagnement vaut vraiment le détour. Et surtout que nous ajoutons régulièrement des contenus sur cette plateforme. Donc c'est une plateforme en ligne au passage. Les cours se font en autonomie, vous avez des vidéos, des exercices, et vous avez des travaux comme ça, des travaux dirigés, des travaux pratiques. Alors, on me fait une proposition, on me propose 10. Alors là, cette fois-ci, je dis non. Cette fois-ci, je dis non. Et je dis évidemment non, puisque en base 10, c'est 65. Ah, deuxième proposition. On me propose 8, et oui, 8, ça me semble beaucoup plus cohérent. Alors, on va regarder. On va regarder pour 8. Hop, on va vérifier. Donc, on va avoir 1 fois b puissance 2 plus 0 fois b plus 1 égale 65. Ce qui me donne b au carré plus 1 égale 65. Tiens, petite équation du second degré. Je rappelle que la meilleure des méthodes, c'est de tout mettre du même côté. Voilà. 64, c'est le carré de 8, donc effectivement, b moins 8 facteur de b plus 8 égale 0. Nous savons qu'un produit de facteurs est nul, c'est seulement si un des facteurs est nul. Donc b moins 8 égale 0 ou b plus 8 égale 0. Donc b égale 8 ou b égale moins 8. Et voilà, donc nous ne voulons pas la réponse négative, puisqu'on nous dit que b est plus grand que 2, donc b égale 8 est la bonne réponse. Très bien. Donc, je termine ce que je disais par rapport à notre plateforme. Donc, si vous aussi ça vous intéresse de progresser en maths experte, surtout que maths experte est une matière donc, qui va vous aider en études supérieures, si vous souhaitez faire des études d'ingénieur, des choses comme ça, ou des études scientifiques, plus généralement, en maths, en physique ou en informatique, beaucoup en informatique d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à aller donc, souscrire un abonnement à notre cours en ligne. Voilà. Je rappelle www.sciencespro.eu dans la partie boutique. Bien. Et ben nous on a terminé. Félicitations à toutes celles et tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse au dernier exercice. La semaine prochaine, finalement, j'avais dit que j'aurais fait l'un ou l'autre, mais finalement je ferai peut-être les deux. La semaine prochaine, je vais peut-être faire un direct sur la notion de sur la cryptographie, tout simplement. La cryptographie, la notion de chiffrement. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bye bye.